quelle représentation spatiale avez-vous de votre commune littorale? Quelle proportion d'espace accordez-vous à la mer au sein de votre commune? Cette question a fait l'objet d'une recherche conduite sur les côtes françaises. L'objectif a été d'établir les relations entre la représentation que l'on élabore de son territoire communal littoral et la conséquence sur le type de prise de décision. Dans un second temps, l'étude a cherché à démontrer que, si la bande marine est plus ou moins prise en compte, il y a de fortes chances que la problématique du risque côtier soit également plus ou moins intégrée. Les cartes graphiques communales produites par les élus font apparaître une typologie en 3 motifs. Le motif urbain qui s'illustre par des formes sur la partie terrestre de la commune, le motif sectorisé représenté par des axes, des lignes et des limites, le motif maritime avec des formes posées dans l'espace marin lui-même, et enfin le motif systémique, plus rare, défini par des flèches symbolisant les liens entre les espaces communaux. Parallèlement, une typologie politique fait apparaître 3 catégories d'élus. Le groupe protection, où les élus objectivent la protection côtière par l'usage d'équipements et d'aménagements. Le groupe développement, avec des élus qui s'axent spécifiquement sur le développement économique. Et le groupe risque, dans lequel les élus se mobilisent sur l'enjeu des risques côtiers et sur l'indissociable notion de responsabilité. Entre ces typologies graphiques et politiques, une corrélation apparaît, avec 2 résultats notables à souligner. Dans le groupe développement apparaît très peu de motifs maritimes, ce qui conforte l'hypothèse d'un groupe porté principalement sur les enjeux de la partie terrestre. Dans le groupe risque, les dessins sont plus détaillés dans chacun des 3 motifs, signifiant potentiellement que ce groupe présente une vision plus globale des ressources locales et des liens possibles entre elles. Un autre résultat informe sur la disparité de points de vue selon les façades maritimes. En façade atlantique, en effet, les élus classent le risque en position 2 sur un total de 8 enjeux. En Manche et en Occitanie, cet enjeu est considéré en position 3 et 4. Enfin, sur la façade de PACA, le risque est relégué en 7e position sur 8. Ces différences s'expliquent partiellement par des contextes historiques, géographiques et politiques variés et variables. Face à ces risques littoraux qui pèsent et qui pressent, les collectivités peinent à identifier quel levier activer pour sortir d'un état anxiogène. Les uns cherchent à maintenir l'existant coûte que coûte, quand d'autres se mettent à l'œuvre pour réinventer un territoire avec plus de résilience, c'est-à-dire avec plus de robustesse et d'autonomie sur les plans économiques, alimentaires, énergétiques, social, écologiques et intellectuels. Pour activer ces démarches proactives et non plus réactives aux événements, et en s'appuyant sur ce principe naturel de résilience, il s'agit de remettre au centre de l'organisation territoriale la ressource locale naturelle, humaine et matérielle. Malgré l'évidence, l'étude montre pourtant que l'enjeu de la ressource est très faiblement considéré. Cet élan émergent offrira l'occasion de redéfinir sur quoi s'appuie l'identité littorale des communes, qui se trouve être encore aujourd'hui, pour la plupart des élus locaux, réduite entre la plage, un tourisme de masse et la plaisance. Les 4 initiatives de ce documentaire évoquent la manière dont ce niveau de conscience et de contribution gagne du terrain. Et elles honorent par la même occasion cette juste citation de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais bien de le rendre possible. Cette plage était à l'origine une plage très très large qui faisait de l'ordre, je parle de 6 à 800 mètres de sable fin. Et de façon irrémédiable, on se constate que cette plage elle a pratiquement disparu. Et malgré les aménagements qu'on vient de réaliser avec l'agglo dont nous faisons partie, j'espère que ça va rester comme ça, mais j'en suis pas sûr. Alors on a créé une route de plage qui relie Frontignan avec la Gardiole. Mais est-ce que cette route subsistera au changement climatique? Ça, c'est une vraie question de fond et ça, personne ne peut répondre. Naturellement, j'avais cherché à avoir un métier qui me plaisait, dans un environnement qui me plaisait. Voilà, la démarche initiale, c'était ça. J'avais fait des formations
aquaculture et en commercialisation des produits de la mer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à cette qualité environnementale, qui ont envie de trouver un fond, une vraie culture dans le coin, entre ici et le bassin de Thau. Il y a toute cette culture liée à l'environnement et au travail de l'homme dans ce cadre-là. Je pense à la vigne. Je pense que le jour où il n'y a plus de vignerons sur le littoral, le jour où il n'y a plus de pêcheurs dans les étangs et plus de conchyliculteurs, et bien là, par contre, on perdra vraiment une attractivité et on perdra aussi cet environnement qui est maintenu en l'état parce qu'il y a ces métiers-là qui sont pratiqués, quoi. Quand il nous a présenté le projet, moi j'ai trouvé que ça collait très bien au secteur, d'autant plus qu'il a associé la conchyliculture, la viticulture. Je tiens vraiment à ce qu'on reste dans l'idée de ce que c'est une ferme auberge avec des produits majoritairement issus de nos productions et que ça serve de vitrine et de ramener l'agriculture dans la culture. Et je pense que notre vision, ce que doit être le développement local, et ben voilà, on n'est pas dans un territoire mort, au contraire, quoi. C'est bien vivant, c'est pas de la résistance, on est dans une dynamique où on essaye de faire des choses peut-être plus intelligemment. La grosse différence avec d'autres communes touristiques, c'est que nous n'avons pas de port. Ce qui veut dire qu'on peut devenir touristique sans avoir un port de plaisance. On se rend compte que les gens viennent ici pour autre chose, une qualité de vie et peut être inondé de monde comme on peut trouver dans certaines stations littorales. Ce qui est Vic à l'heure actuelle, il ne faut pas que ça change, c'est-à-dire ce mélange d'espaces agricoles, le massif de la Gardiole pour aller se balader quand on en a envie, prendre l'air, changer les idées. La partie lagunaire aussi, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire encore, qui subsiste heureusement. C'est magnifique tout ça. Autrefois, on devait avoir un regard comme ça en se disant et qui sont à la traîne. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut regarder les choses autrement et c'est un peu la tournure que prennent les événements. On dirait qu'être en avance aujourd'hui, c'est peut-être en être là où on est Vic. Le projet de réaménagement du Petit Travers, il date de quelques décennies déjà, puisqu'on s'est aperçu entre les années 92 à 2002 que le trait de côte, entre autres, avait reculé de 30 mètres. Il fallait observer, il fallait savoir pourquoi la mer attaquait le littoral, quelles étaient les contraintes aussi subies par le cordon dunaire, qui était à la fois touristique. C'est aussi une contrainte économique. C'est 2 milliards par an, on ne peut pas, dans le département, on ne peut pas passer outre. Ce sont 20 000 emplois dédiés au tourisme. Donc tout cela, il fallait le faire rentrer dans notre projet et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter l'érosion, mais aussi pour arrêter la pression des touristes et la pression des gens qui viennent et qui veulent s'accaparer ces lieux qui leur appartiennent. On a proposé plusieurs choses. Déjà, enlever cette route le long du littoral qui séparait notre cordon dunaire en 2 parties, qui bloquait le sable, qui empêchait le travail naturel du sable de se faire. On a créé 2500 places de parking. Les gens se garaient n'importe où et abîmaient les dunes. On a créé des navettes qui pouvaient amener les personnes le long de la plage. On a créé des espaces publics avec des toilettes publiques sèches, donc qui respectaient la nature. Et on a mis 9 petits passages qui permettent à chacun d'aller de sa voiture à la plage d'une façon très confortable. Il y a des zones également réservées pour la mobilité réduite parce que tout le monde a le droit bien sûr d'accéder à la plage et à la mer. Derrière vous, vous avez une marque qui a été créée dans le cadre du projet. Donc, le but de cette marque, c'est de pouvoir accueillir différentes espèces animales, entre autres les libellules et les amphibiens. Le but des sites sur le conservatoire du littoral, c'est de pouvoir accueillir sur des zones de présalé des chevaux qui vont être là pour entretenir et pour éviter qu'on va avoir des milieux qui se ferment et qui s'embroussellent.
Pendant 2 ans à peu près, 2-3 ans, il y a eu des réunions et des propositions de fêtes. Et puis on a associé les riverains, les habitants des villes concernées, mais aussi les Montpelliérains, les écologistes, et puis toutes sortes de personnes qui utilisaient ces sites. Et alors là, pendant 18 mois, je vous promets, ça a été la guerre. Ça a été la guerre parce que les gens ne se parlaient plus. Mais chacun avait après tout son idée et sa façon de voir les choses. Il fallait les entendre et il fallait les prendre en compte. Et je crois que ces 18 mois de guerre, ça a fini au tribunal quand même, ça a été positif. C'est ce qu'il fallait faire. Je crois que pour un projet de cette envergure, il fallait associer tous les partis. On s'est aperçu qu'en permettant à la nature de reprendre ses droits, en remettant une dune ensablée, eh bien, la résilience du territoire naturel va se faire automatiquement. Le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner cette montée et qu'un jour, à l'espace où la dune se trouve ici, on ait une plage et qu'on ait une dune qui soit décalée. Donc c'est vraiment d'être dans un accompagnement de la montée des eaux et pas du tout dans une notion de vouloir la stopper, étant donné qu'on ne peut pas stopper la montée d'eau, c'est impossible. On s'est aperçu que la population qui était réticente au départ a trouvé en fait dans cette réalisation des raisons de s'apaiser, tout simplement parce qu'on a respecté chacun, on a pris en compte tout ce qui était remonté et je crois que c'est ça qui est bien dans ce projet d'intérêt général. C'est ça l'intérêt général, c'est pas autre chose. Il y a des communes qui sont proches de mer ou étangs, étangs de Thau, étangs Palavasien, et on a constaté que le sel gagnait du terrain, le sel remontait dans les terres, donc il y a des cultures qui ont complètement disparu, notamment la vigne, le maraîchage. Il s'est déplacé, donc on trouve du maraîchage, de la viticulture dans des communes où il n'avait peut-être pas il y a quelques années. Dans le schéma de cohérence territoriale, sur les 14 communes, il y en a 2 qui sont où on réserve les terres agricoles. C'est le garde-manger du territoire, donc Villeveyrac. Et sachant qu'on a de l'eau, on a une ressource sous nos pieds sur Villeveyrac, et aujourd'hui c'est 1000 hectares qui sont irrigables. 1000 hectares, ça fait de la surface quand même. Sur la commune de Villeveyrac, j'ai 5 courriers me demandant l'autorisation de construire. Donc c'est pour ça qu'on veut construire un hameau agricole. C'est la collectivité qui porte le projet. Et ensuite, on va le foncier aux agriculteurs intéressés. On est certifié, il y a des jeunes qui s'installent chaque année. Ça, c'est le point positif. Et à terme, donc, peut-être on arrivera à nourrir une grande partie de la population de ce territoire. Sur le littoral, il y a un problème, il y a le sel, mais pas que. Après, il y a la spéculation foncière. Il y a beaucoup de friches. Et le propriétaire ne veut pas louer un agriculteur parce qu'il pense qu'il va y avoir le lotissement. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. Il faudrait identifier ces terres à l'échelle de l'intercommunalité de la commune ou de l'agglomération pour peut-être inciter ou obliger le propriétaire à vendre son bien à un prix correct ou à le louer ou à le prêter à un agriculteur. Et il faut imposer à l'agriculteur, peu importe, un maraîcher, un arboriculteur, un viticulteur, à revendre au prix du foncier, au prix des domaines, comme on dit, le bien à un autre agriculteur. Les termes résilience-transition sont des termes qui viennent d'arriver. Mais en réfléchissant dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, on était dans une dynamique de résilience. Parce que on est dans un territoire qui est un territoire fragile. On est arrivé, nous, à la mairie en 2001, justement avec le risque d'inondation très forte qu'on pouvait avoir avec une rupture des digues du Lez. Et on a travaillé justement pour que cette rupture ne se fasse pas, c'est-à-dire on s'est dit, bon, le Lez, un jour, il y aura une crue centenale. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de catastrophique pour la ville, puisque toute l'eau pouvait s'écouler sur la ville de manière brutale. Comment on va à ce moment-là guider l'eau pour que cette eau coule doucement et puisse aller vers les étangs. Puis on a besoin que la population prenne conscience de cet endroit dans lequel ils vivent et de la chance qu'ils ont déjà de vivre dans cet endroit. C'est vrai qu'on est dans une zone qui est toute proche de Montpellier et là on est dans la nature. En fait, on se rend compte que à son échelle locale, on peut aussi faire des choses et avancer.
Et le principe des villes en transition, c'est de faire ces choses, mais pas dans du militantisme contre, mais dans du positif et joyeux. Donc on a les taureaux qui sont juste là, ici on a l'étang, et voilà, on appelle ça encore la Petite Camargue. Nous on a décidé il y a 2 ans de récupérer l'endroit pour en faire un jardin botanique de plantes médicinales et essayer de faire un petit peu de permaculture, de légumes. Donc en fait on va créer un espèce de système qui fonctionnerait en homéostasie, quoi, en cercle, et qu'on n'ait pas à intervenir dessus, quoi. Les plantes médicinales, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je me soigne avec ça, je soigne les gens avec ça, je conseille les gens avec ça. Et puis en découvrant au fur et à mesure la nature, en me rendant compte que c'est aussi bon pour les abeilles, pour le soin des abeilles, j'entends. Et puis je vais permettre aux gens de venir là et de choisir leurs végétaux en fonction de ce qui leur arrive. Et ils auront des pancartes et ils pourront décider de ce qui les intéresse ou pas. J'ai fait cet aménagement d'abord parce que je voulais une maison bioclimatique. Ça permet de profiter d'un climat qui est particulièrement avantageux pour ça par ici. C'est que c'est très ensoleillé parce que comme il y a le littoral, quand il y a du vent de terre, ça se dégage très vite. Par contre, quand il y a du vent marin, ça amène des nuages, mais c'est en même temps un air très doux qui est passé au-dessus de la mer. Définir la résilience pour l'habitat, ça serait être à l'abri de la précarité énergétique. C'est-à-dire avoir besoin de rien pour se chauffer, pour faire son eau chaude, pour faire son électricité. En fait, une fenêtre au sud, une grande fenêtre au sud, quand on peut s'orienter, c'est quelque chose qu'on fait par confort, pour avoir de la luminosité, pour avoir du soleil qui rentre. Voilà. Mais je pense que le jour où on le comprendra, le jour où on l'expliquera, où on aura assez d'exemples pour dire que ça marche, il suffit qu'on demande de s'orienter au sud pour que les promoteurs nous offrent de l'immobilier orienté au sud. Parce que je pense que la transition va apporter, c'est déjà bon, c'est une fraîcheur d'esprit. Peut-être que nous, on est trop aussi dans les dossiers. Et c'est vrai que le travail que nous, on a, d'abord, d'empêcher l'urbanisation massive comme ça a pu être fait à une certaine époque, mais aussi surtout pour garder des terres agricoles. On reçoit beaucoup de jeunes actuellement, notamment ceux qui sont dans l'association, qui ont des projets de permaculture, des projets de forêt nourricière, etc. Pouvoir les accueillir. Je pense que cette démarche citoyenne va apporter plus de fraîcheur, déjà, et nous dire on y va.